Dans cette vidéo, nous allons regarder l'investissement. Si vous vous rappelez, on avait dit que la demande agrégée des biens et services de notre économie elle est composée par trois éléments. La consommation, l'investissement et la dépense publique. Dans les vidéos précédentes, on a regardé la consommation. Maintenant, on va regarder l'investissement. Alors, si vous vous rappelez du chapitre 2, c'est quoi l'investissement? L'investissement, basiquement, c'est l'achat des biens destinés à une utilisation future. Donc, basiquement, ce sont tous les biens qu'on achète qui vont nous permettre en fait d'accumuler ce facteur de production qu'on appelle le capital. Donc, n'importe quel élément qui va faire qu'on augmente notre stock de capital, ces choses-là, on l'appelle l'investissement. L'investissement, basiquement, si vous vous rappelez le chapitre 2, il est composé par trois éléments. Vous savez, l'investissement des entreprises, que basiquement c'est l'achat des usines ou des équipements nouveaux que les entreprises pourraient faire, mais aussi, il contient aussi les produits de la propriété intellectuelle, tous les patents, par exemple, tous les brevets, ça, ils font partie de l'investissement des entreprises. Après, vous savez aussi l'investissement des particuliers, donc basiquement, c'est l'achat des nouveaux logements, qui en particulier, en ménage notamment, ils vont faire quand vous achetez un nouveau appartement, bah, ça c'est un investissement des particuliers. Et après, on a aussi l'investissement des administrations, que basiquement c'est bah, les administrations, parfois ils pourraient faire des investissements comme si c'était une entreprise, ou bien comme si c'est un particulier. Tout ça, on appelle les investissements des administrations. Donc ça, c'est l'investissement. Une chose importante avec l'investissement, comme je vous avais dit, c'est que l'investissement, c'est toujours lié à tous les biens qui vont permettre d'augmenter les stocks de capital. Dans notre modèle, les stocks de capital va être fixe. En fait, c'est un modèle statique. Mais vous allez voir dans le deuxième semestre, si vous continuez en économie, que l'investissement, c'est l'élément qui va nous permettre d'augmenter notre stock de capital. Alors, cette histoire-là, c'est très important parce qu'il pourrait avoir des achats des biens qui pourraient ressembler énormément à un investissement, mais en fait, ce n'est pas un investissement parce qu'en fait, ça n'augmente pas notre stock de capital. Donc ici, je vous mets un petit exemple. Donc imaginez deux personnes, Smith et Jones. Donc imaginez-vous que Smith, bah, il a acheté une maison, une vieille maison, une très jolie maison, mais d'occasion, de second main, d'accord? Et imaginez que vous savez Jones, qui basiquement, il a fait une nouvelle maison, ou il a acheté un nouveau appartement. Dans les deux cas, on pourrait imaginer, bah, selon la définition précédente, basiquement, ces deux opérations-là font partie de l'investissement des particuliers. Mais dans la réalité, vous allez voir que les choses qu'a fait Smith, en fait ce n'est pas de l'investissement. Pourquoi les choses qu'a fait Smith, il n'entre pas dans l'investissement? Parce qu'en fait, Smith, il a acheté une maison qui s'était déjà fait dans des périodes précédentes. C'est une vieille maison, donc basiquement, l'opération qu'a fait Smith, c'est simplement une réallocation des capacités de logement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a fait augmenter notre stock de capital. Rappelez-vous, le stock de capital, c'est l'investissement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'augmenter le stock de capital. C'est, rappelez-vous, dans les cas de logement, des nouveaux logements. Donc, dans les cas de Smith, vous voyez là, ce n'est pas un nouveau logement, simplement c'est une réallocation de la capacité des logements. Par contre, Jones qui a acheté une toute nouvelle maison, là c'est vraiment un nouveau logement, donc ça fait partie de l'investissement. Voilà, donc la chose importante, c'est que l'investissement, c'est n'importe quel achat de biens qui va nous permettre d'augmenter ce facteur de production qu'on appelait les stocks de capital. Bon, l'investissement, c'est quelque chose, vous imaginez, de très important. En fait, il fait partie entre les 10 et les 20% du PIB, donc c'est quelque chose d'important à étudier. Donc, de la même façon que quand on analysait la consommation, on disait bah, la consommation, ça dépend de quelque chose. On avait dit que la consommation dans notre modèle, ça dépend du revenu disponible. Ici, bah, on va se poser la même question. Est-ce que l'investissement dépend de quelque chose? Bah, je vais vous montrer maintenant que l'investissement, ça dépend d'une chose qu'on appelle les taux d'intérêt. Donc, c'est quoi les taux d'intérêt? Donc, si on revient au petit graphique que je vous ai montré dans les premières vidéos,
L'investissement, il est lié au marché financier. En fait, qu'est-ce que c'est l'investissement? Basiquement, il va y avoir des gens qui vont mettre son épargne dans les marchés financiers, dans les banques. On a l'épargne privée et l'épargne publique. Ces deux-là, on les appelle des fonds prêtables parce que ce sont des fonds qui sont disponibles à être prêtés. Donc, quand vous mettez de l'argent dans la banque, basiquement, il va prêter l'argent à des autres gens. Donc, ce sont des fonds prêtables. Et les gens qui vont utiliser ces fonds, qui vont demander ces fonds pour être prêtés, c'est pour faire le projet d'investissement. Donc, l'histoire ici, c'est que les prix de ces fonds prêtables, donc quand vous allez à la banque, par exemple, pour faire un projet d'investissement, 5 euros que vous demandez à la banque, il va avoir un prix. Si vous vous rappelez, quand vous demandez de l'argent à la banque va vous dire il faut que, après quelques années, vous rendez cet argent-là qui vous est prêté et un peu plus. Ces peu plus-là, c'est les taux d'intérêt. En fait, si vous voulez, les taux d'intérêt, si par exemple, si la banque vous dit je vous prête de l'argent avec un taux d'intérêt de 10%, basiquement, ça veut dire que 5 euros que la banque vous prête, il faut que vous rendez 7 euros, mais en plus de 7 euros que vous a prêté la banque, il faut des 5 euros que vous a prêté, il faut que vous rendez 10 centimes de plus. Ça, c'est les coûts d'avoir demandé de l'argent, d'avoir emprunté de l'argent. Donc, ces taux d'intérêt, basiquement, c'est les coûts des fonds prêtables. Et ces coûts des fonds prêtables, c'est les choses qui vont affecter l'investissement. Donc, l'investissement, en fait, ça va être une fonction du taux d'intérêt. Parce que c'est les coûts d'avoir demandé ces fonds prêtables pour faire notre projet d'investissement. Maintenant, l'histoire, c'est, bon, d'accord, on sait que l'investissement dépend du taux d'intérêt, mais est-ce que l'investissement, ça va être une fonction croissante ou décroissante du taux d'intérêt? Est-ce que si le taux d'intérêt augmente, on va investir plus ou on va investir moins? On va faire plus de projets d'investissement ou moins? Bon, je vais vous donner un exemple, comme ça, vous allez comprendre mieux. Donc, imaginez-vous que vous avez une entreprise et vous envisagez de construire une nouvelle usine. Donc, rappelez-vous, construire une nouvelle usine, c'est un projet d'investissement. Donc, imaginez-vous que construire cette nouvelle usine, ça va vous coûter 1 million d'euros. Mais l'histoire ici, c'est que cette nouvelle usine qui va vous coûter 1 million d'euros, il va vous donner un rendement annuel, vous allez gagner de cette nouvelle usine de 100 000 euros. Donc, l'usine, basiquement, il va vous donner un rendement de 10% par an. Bon, pour construire cette usine-là, peut-être vous ne savez pas ces millions d'euros dans la poche, donc vous allez à la banque. Vous demandez de l'argent à la banque, des fonds prêtables. Imaginez-vous que la banque vous dit je vous prêter 6 millions d'euros, mais un taux d'intérêt annuel plus petit que 10%. Donc, si le taux d'intérêt est plus petit que 10%, j'ai dit les coûts annuels d'avoir demandé 6 millions d'euros, c'est plus petit que les rendements annuels qui va me donner ces millions d'euros parce que la nouvelle usine va me donner plus de 10%. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est mieux faire l'investissement parce que les coûts de faire l'investissement, il est plus petit que les bénéfices d'avoir fait l'investissement. Par contre, si le taux d'intérêt que la banque vous donne, c'est plus élevé que 10%, ça veut dire que ça va vous coûter plus cher faire cette nouvelle usine. Disons, par année, vous allez payer plus pour l'usine que les rendements, les bénéfices que vous allez gagner d'avoir l'usine. Donc, dans ce cas-là, on ne fait pas les projets d'investissement. Alors, les choses qu'on voit ici, c'est que, clairement, quand le taux d'intérêt est plus élevé, les projets d'investissement, en fait, il va y avoir de plus en plus de projets d'investissement qui ne vont pas aboutir. Donc, de façon agrégée, on pourrait dire que si les taux d'intérêt augmentent, il va y avoir de moins en moins de projets d'investissement qui vont aboutir, alors l'investissement agrégé va diminuer. Donc on pourrait dire que l'investissement, c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Évidemment, quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il passe si j'avais déjà 6 millions d'euros, si j'ai déjà les millions d'euros dans ma poche? C'est pareil, parce que si la banque, par exemple, il offre un taux d'intérêt plus élevé de 10%, évidemment, c'est mieux qu'à la place de construire la nouvelle usine, que vous mettez cet argent dans la banque. Vous allez gagner plus d'argent si vous mettez l'argent dans la banque que si vous avez fait une usine. Donc, cette logique que je vous expliquais, cet exemple, ça marche aussi, même si vous avez déjà cet argent dans la poche, même si vous ne savez pas à la banque pour demander de l'argent.
Ici, j'ai un autre exemple, peut-être que ça doit être plus proche à des choses que ça pourrait arriver à vous, à votre famille. Par exemple, quand vous achetez un appartement, normalement, vous allez faire une hypothèque. Donc, imaginez-vous que vous allez vendre une hypothèque de 100 000 euros. Donc, si dans cette hypothèque, ils vous disent le taux d'intérêt de l'hypothèque, c'est de 6%, ben vous savez que le coût annuel de l'hypothèque, c'est de 6 000 euros. Par contre, si le taux d'intérêt c'est plus élevé, de 8%, les coûts annuels c'est de 8 000 euros. Donc évidemment, vous voyez que si le taux d'intérêt est plus élevé, ça va être plus cher de demander de l'argent à la banque. Donc peut-être que vous n'allez pas acheter ce joli appartement, que peut-être vous allez avoir besoin de faire une hypothèque pour acheter l'appartement. Donc l'investissement va diminuer. Donc on peut dire que l'investissement, c'est une fonction du taux d'intérêt et c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Bon, si vous allez dans la réalité, bah, vous allez voir que si vous demandez à la banque, vous allez voir qu'il y a plein de taux d'intérêt différents. Par exemple, ici, si vous regardez les marchés interbancaires, donc les marchés interbancaires, ce n'est pas dans notre modèle, mais les marchés interbancaires, basiquement, c'est le marché où les banques ils se prêtent de l'argent entre eux. Donc, si vous regardez les marchés interbancaires, dans la réalité, vous voyez qu'on a plusieurs types de taux d'intérêt. Par exemple, ici, en fonction de l'échange, bah, vous voyez que le plus élevé, c'est l'échange, et plus tard, vous allez rentrer de l'argent, le taux d'intérêt, c'est plus élevé. Les taux d'intérêt, alors, ils dépendent dans la réalité de l'échange. Vous savez différents types de taux d'intérêt. Vous voyez, ça, c'est les différents noms de ces taux d'intérêt. Vous avez des taux d'intérêt différents. Aussi, il y a des taux d'intérêt qui vont dépendre du niveau de risque. Normalement, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un risqué, par exemple, qu'il n'a pas un travail permanent, ok, bien c'est pas. Là, normalement, vous allez charger, la banque va charger un taux d'intérêt plus élevé parce qu'il y a un risque plus élevé de que ces personnes fassent faillite. Aussi, ça dépend de la fiscalité. Donc, dans la réalité, on a plusieurs types de taux d'intérêt. Ici, pour faire simple, on va considérer qu'on a un seul type d'intérêt. Donc, je répète, l'investissement, ça va dépendre du taux d'intérêt et ça va être une fonction décroissante du taux d'intérêt. Et ici, pour faire simple, dans la réalité, on a plusieurs types de taux d'intérêt. Ici, pour faire simple, on va considérer qu'on a un seul type de taux d'intérêt. Donc, même si on a un seul type de taux d'intérêt, c'est très important de faire la différence entre les taux d'intérêt nominal et les taux d'intérêt réels. Donc, c'est quoi les taux d'intérêt nominal? Bah, le taux d'intérêt nominal, c'est simplement les taux d'intérêt que vous négociez quand vous allez à la banque. Donc, quand vous allez à la banque, les taux d'intérêt que la banque va vous offrir parce que vous voulez faire, on emprunte de l'argent, c'est le taux d'intérêt nominal. Donc, les taux d'intérêt, si vous voulez, de marché de fonds prêtables, hein, les taux d'intérêt que la banque va établir ici, dans les marchés financiers, le marché financier ou marché de fonds prêtables, ça c'est des synonymes, marché financier ou marché de fonds prêtables, les taux d'intérêt qui va mettre d'accord l'offre de fonds prêtables avec la demande de fonds prêtables, que c'est investissement, c'est le taux d'intérêt nominal. Donc ça c'est le taux d'intérêt que la banque va établir. Maintenant, alors, c'est quoi les taux d'intérêt réels? Les taux d'intérêt réels, c'est très simple, c'est simplement les taux d'intérêt nominal exprimés en termes de biens. Si vous vous rappelez du chapitre 2, quand on parlait du PIB réel et le PIB nominal, vous voyez, le PIB réel, c'est simplement le PIB nominal en termes de biens corrigé par l'inflation. Ici, vous pourrez faire la même histoire. Vous allez avoir les taux d'intérêt réels, c'est quoi? Simplement, c'est les taux d'intérêt nominal corrigés par l'effet de l'inflation. Et en fait, l'histoire intéressante, c'est que le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel, ils sont liés avec une expression très simple, celui-là. Donc, on va appeler I le taux d'intérêt nominal, on va noter par la lettre R, on va noter le taux d'intérêt réel, et on va noter par la lettre Pi les taux d'inflation. Donc, le taux d'intérêt réel, c'est simplement le taux d'intérêt nominal corrigé par l'inflation. Donc, cette expression-là, qui vous montrerai dans quelques minutes d'où ce qui provient, il a une interprétation très intuitive. Par exemple, imaginez-vous que je vous prête de l'argent avec un taux d'intérêt I. Donc, basiquement, ça veut dire que 5 euros que je vous ai prêté, imaginez-vous que I, c'est 10%. Donc, basiquement, ça veut dire que 5 euros que je vous prête, il faut que vous me rendez cet euro-là
Et en plus de ça, vous allez me donner 10 centimes. Si I, c'est égal à 10%. Donc, des 5 euros que je vous prête, vous allez me rendre 1 euro et en plus 10 centimes. Imaginez-vous que tout d'un coup, quand vous allez me rendre de l'argent, l'inflation a augmenté. Donc, ces 10 centimes-là, en termes réels, pour moi, en termes des biens, en fait, c'est moins de 10 centimes. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, en termes réels, le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Mais je vais vous expliquer maintenant d'où est-ce qui provient cette petite expression. Alors, je vais vous montrer ici pourquoi ou d'où est-ce qui provient la relation entre le taux d'intérêt réel et le taux d'intérêt nominal. Je vous rappelle, le taux d'intérêt réel, c'est plus et moins le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. C'est le taux d'intérêt nominal corrigé par l'inflation. Donc, l'idée, c'est vous montrer de façon un peu plus formelle comment est-ce qu'on obtient cette expression. Donc, pour faire cela, imaginez l'exemple suivant. Imaginez-vous qu'à la période t égale à 1, imaginez-vous que la banque va vous prêter une certaine quantité d'argent X. Évidemment, la banque va vous prêter cet argent-là avec un taux d'intérêt nominal, I. Donc, c'est quoi la négociation, en fait, que vous avez fait à la période t égale à 1? Simplement, la négociation que vous avez faite, c'est, imaginez-vous qu'à la période suivante, que c'est à la période t égale à 2, imaginez-vous qu'il faut rendre l'argent à la période t égale à 2, vous allez rendre une quantité X plus un peu plus, donc un pourcentage I fois X. Donc, vous allez rendre un plus I X. Donc, on passe à la période t égale à 2. Et la période t égale à 2, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rendre un plus I X. Voilà. Maintenant, on va exprimer cette opération-là, cette chose-là que je vous explique là, cet exemple. On va exprimer ça en termes réels. Ici, on l'a fait en termes nominal. Et maintenant, on va faire la même histoire, mais en termes réels. Termes réels, rappelez-vous, c'est en termes des biens. Donc, on va exprimer t égale à 1 en termes des biens. Quand vous exprimez tout ça en termes des biens, l'histoire importante, c'est qu'il faut que vous connaissiez les prix d'un segment du temps. Donc, imaginez-vous qu'à la période t égale à 1, les prix sont P sub 1. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Ça, on va exprimer ça en termes réels. Donc, X en termes réels, basiquement, c'est X divisé P sub 1. Voilà, ça c'est X exprimé en termes réels. Maintenant, c'est quoi la négociation que vous avez fait? On va exprimer ça en termes réels. Donc, ça, en termes réels, c'était quoi la négociation? Vous allez, à la période t égale à 2, vous allez rendre cette quantité-là, X, en termes réels, donc plus, un peu plus, donc un pourcentage, un peu plus. Maintenant, je mets ton intérêt réel, parce que c'est un pourcentage un peu plus en termes de biens. Donc, j'ai exprimé ça, mais en termes de biens. Donc, vous allez rendre, basiquement, 1 plus R, ton intérêt réel, X, qui sub 1. Maintenant, qu'est-ce qui va passer à la période t égale à 2? À la période t égale à 2, vous allez rendre ça en termes réels. Donc, en termes réels, c'est simplement, vous exprimez cette quantité d'argent en termes réels. Rappelez-vous, on doit connaître les prix de la période 2, imaginez-vous qu'on connaît. Donc, voilà, vous allez rendre ça en termes réels. L'histoire intéressante ici, c'est que, si vous voyez, en termes réels, ça et ça devraient être les mêmes parce que c'est les choses que vous allez rendre en termes réels. Donc, ces deux-là vont être égaux. D'accord? Donc, à partir de cette égalisation-là, vous allez voir qu'on va dériver l'expression que je vous ai montrée. Donc, on va égaliser ça à ça et on va avoir l'expression qu'on voudrait montrer.